Merci d'être présente donc, dans ce webinaire ou cette entrevue sur le thème de crise au temps du numérique. Vous êtes praticienne interdisciplinaire et universitaire, professeure adjointe de design de mode à la Parsons School of Design à New York. Vos recherches portent sur la politique du désir abstrait, le paysage hyperréaliste et la notion de fantaisie. Aussi l'hyperconsommation, la relation entre la publicité visuelle, sa matérialité et sa représentation dans le paysage mondial. Et vous mettez l'accent sur la culture populaire asiatique à laquelle vous vous intéressez beaucoup. Vous vous intéressez aussi à des processus de conception expérimentale. Vous avez donc fait plusieurs écrits, travaillé avec d'autres artistes, etc. J'ai eu l'occasion de vous interviewer à l'occasion de ma thèse de doctorat en sociologie de la mode et des carrières créatives. Et donc, en ces temps de crise et de sanitaire et de crise finalement sous-jacente aussi, sociale, écologique, etc., je me suis intéressée à la place de la mode dans cette crise et j'ai pensé donc à vous pour que vous en discutiez. La mode en temps de crise, qu'est-ce que ça vous suscite? Est-ce qu'on peut se positionner dans l'univers de la mode en s'exprimant sur la question des crises? Par exemple, Michel Maffezoli, que j'ai interviewé dans une autre entrevue, il parle d'un passage d'un monde à un autre en faisant un parallèle avec la crise climatique, les crises sociales qu'on a vues quand même ces 2 dernières années, je pense aux Gilets jaunes, ne serait-ce en France, la crise écologique avec Greta, la figure de l'enfant éternel, dirait Michel Maffezoli. Je pense que c'est une entrevue que vous allez apprécier aussi. Et la crise sanitaire, etc. Donc, comment l'univers de la mode d'un point de vue conceptuel ou réel, avec des exemples concrets, peut se positionner dans ça? Ah, en fait, la mode a toujours su répondre à la société et tous les changements. Si vous pensez à la Première, Deuxième Guerre mondiale, si vous pensez aux différentes guerres, en fait, évidemment, beaucoup plus récemment, si vous pensez aussi avec le 9/11, avec les événements du 11 septembre, en fait, aux États-Unis et comment la mode s'est repositionnée et aussi changé, en fait, pas juste le côté des tendances, mais le côté du système, en fait. Mais la mode a toujours été, évidemment, très près de la société, mais surtout dans les dernières années, ça a été beaucoup plus par rapport à la crise climatique, les crises sociales et écologiques et compagnie aussi, hein. Alors oui, bien sûr, la mode a un très grand rôle, en fait, à jouer en ce moment, avec la pandémie aussi. Mais en fait, tout ce qui est de l'état durable, en fait, du vêtement ou du monde de la mode, en fait, je pense que ça va prendre un peu, ça va prendre quand même assez de temps avant de changer le système. Parce que, évidemment, on veut tous devenir beaucoup plus écologiques et responsables, mais il faudra aussi accepter de changer nos comportements, d'accepter peut-être aussi de gagner un peu moins d'argent, en fait, hein. L'idée aussi des grosses compagnies qu'on connaît depuis les années 90, je pense que ça n'arrivera plus vraiment pour des décennies, en fait, hein. Et puis, il faut surtout questionner nos systèmes idéologiques, hein, et nos idées sociales, par rapport à comment la société se positionne par rapport à la créativité en général. Je pense qu'il faut penser aussi côté énergie, en fait, l'idée de la pollution, tous ces genres de choses-là, en fait, hein. Et puis aussi le côté politique aussi de la mode qui est très en question à cause que je pense que la pandémie, en ce moment, la crise, en fait, c'est pas juste du côté de la production et de l'économie, mais on voit aussi beaucoup de changements du côté politique, surtout aussi à New York, aux États-Unis, en fait, en ce moment aussi, qui va alterner un peu nos façons de faire, en fait, ici. Voilà. Très intéressant. Est-ce que justement, vous parlez à New York, comment ça se passe un peu? Est-ce que vous pouvez en parler comme ça, puisque vous êtes justement sur New York, hein? Cette crise, comment ça se passe? Oui. C'est très complexe, en fait, c'est très compliqué. Évidemment, je pense que tout le monde est un peu en réévaluation et questionnement, en fait, de la vie au quotidien, en fait. C'est comme ça, c'est tout le monde est vraiment dans le même bateau ici, en fait.
Évidemment, on a vu beaucoup de designers qui ont commencé à faire des masques, ce genre de choses-là. Et puis, à 7 heures, à tous les soirs, tout le monde applaudisse et tout ça à Oui. New York. Alors, c'est une espèce d'esprit collectif qui est assez présent, en fait, à New York. Mais je pense que les New-Yorkais ont toujours été comme ça, en fait. Même si on est une très, très, très grande ville, en fait, je pense à la marche pour les femmes aussi récemment, dans les dernières années, ce genre de choses-là. Les New-Yorkais ont toujours se montrer vraiment l'esprit collectif, en fait. Alors, on se sent quand même assez, en fait, très connecté malgré tout, en fait. Mais évidemment, ça ralentit beaucoup l'économie. Je pense dans mon quartier, les endroits où on va toujours au restaurant ou aller prendre un café tous les matins, ce genre de choses-là. Évidemment, les gens font des dons sur Venmo, de façon économique, en fait, d'essayer de supporter, surtout les petites entreprises qui existent dans les quartiers, en fait, parce qu'en ce moment, c'est très apocalyptique, en fait, se promener sur le bord de la rue ou juste aller prendre une marche 5 minutes et puis tout est fermé, hein. Alors, c'est aussi, en fait, faire le deuil de nos anciennes façons de faire, en fait. Hmm. Et puis ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut parler plus tard aussi dans l'entrevue, mais l'idée de... il y a plusieurs personnes qui parlent du retour au normal, mais on retournera jamais à la normalité qu'on connaissait avant, en fait. Alors, c'est vraiment faire une question de deuil sur nos anciennes façons de faire, parce que je pense que chaque individu doit changer, en fait, en ce moment, côté Hmm. comportement et idéologie et compagnie. Est-ce qu'il y a des imaginaires de crise? Vous savez, en Europe, on pense aux grandes pestes dans le Moyen Âge, même au début du siècle, etc. Puis avec le numérique, ça change. Je trouve que les idées ce qui se passe va plus vite et donc on est plus au courant. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre, d'un imaginaire de la crise qui change avec le numérique et avec la ville aussi, l'idée de la ville? Vous voyez, à Paris, on en discutait avec le sociologue justement Michel Maffezoli, il disait que 17% de Parisiens ont quitté la ville. Est-ce que vous avez... Mhm. Ouais, ouais, c'est un peu la même chose à New York parce qu'en fait, à New York, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de gens aussi qui ont des demeures, évidemment, résidentielles ou secondaires, en fait, à l'extérieur de la ville, hein. Alors, soit à Long Island, mais beaucoup plus upstate New York, environ à 2-3 heures d'ici, hein. Alors, il y a beaucoup de monde qui sont partis dans leur maison secondaire. Moi, j'ai des collègues qui sont là-bas, des amis aussi qui sont partis. Et moi, j'aimerais bien être sur le bord de l'eau ou être en quelque part près de la nature, en fait. Je pense que tout ce qui se passe, en fait, nous remet à l'idée avec notre connexion avec la nature en ce moment, en fait. Je pense beaucoup à ça aussi. C'est ça, si on peut dire quelque chose, c'est comme l'idée de la nature qui revient. D'ailleurs, même le virus, hein, euh, c'est un peu la nature. Il y a beaucoup de jokes ou des choses qui passent sur des vidéos, etc., en disant comment un petit truc peut menacer la Terre entière. Mais ce petit truc, Mhm. c'est quand même la nature. C'est comme aussi cette idée de l'invisible, des effets de l'invisible. On parlait de cette idée de virus, virtualité, viralité, la question de la pollution, qu'elle soit numérique ou invisible ou visible, l'Internet, l'écologie numérique. Est-ce que vous pouvez vous exprimer sur ces quelques thèmes? La question de l'invisible et de ses effets. Ouais. En fait, la question de l'invisible, pour moi, ça me fait beaucoup penser à la question, en fait, des origines des choses, en fait. Les origines de consommation de vêtements, l'origine des images sur l'Internet, en fait, tout ça, en fait, hein. Comment on pense pas nécessairement aux fermes qui produisent les fibres. Les infrastructures, souvent, sont invisibles aussi, en fait. Alors, c'est quelque chose que je pense un peu ces temps-ci, hein, surtout avec l'idée de l'Internet, en fait, hein. On parlait de Greta tout à l'heure, hein, et puis l'idée de l'invisibilité de l'Internet comme un espace physique. On pense jamais à ça, en fait, hein. Puis évidemment, il y a eu des recherches récemment par rapport à les tweets qui émettent énormément de dioxyde de carbone, hein. Juste à penser à certains hashtags qui sont vraiment propulsés à des millions en circulation, qui font un peu
en fait, des déchets plastiques, si on veut, ou des déchets, en fait, qu'on ne voit pas et que l'on pense jamais, en fait. Mais l'idée d'infrastructure aussi, pas juste par rapport aux communications, mais en général, dans la vie, les infrastructures, pour nous, c'est très abstrait. Si je vous demande comment on dessine l'espace cloud en ce moment ou comment on dessine l'interconnexion de Facebook en ce moment, je pense que c'est trop, trop, trop complexe en fait. Hein? Alors, c'est très difficile d'imaginer en fait. Et puis, les infrastructures aussi imaginées sont toujours un peu refaites pour nous. Si on pense, mettons, au plan des métros, ce genre de choses-là, hein, c'est des infrastructures que en fait, avec le design graphique, évidemment, on a été capable de faire une image des infrastructures. En ce moment, on ne pense pas aux câbles souterrains à travers nos océans qui sont en place physiquement juste pour soutenir nos besoins de l'Internet, en fait. Alors, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que ces temps-ci, si on pense aux coûts environnementaux, si on pense à tous les fichiers, les emails, les téléchargements, les centres de données, puis maintenant, toutes les vidéoconférences qui se passent à travers le monde, si on pense côté comment on utilise l'électricité et puis comment on émet, en fait, des déchets environnementaux. Alors ça, c'est assez intéressant. C'est quelque chose que j'ai juste commencé à penser, en fait, récemment. Hein. C'est quelque chose de très invisible. Oui, on est confronté justement entre ce visible, l'invisible, la présence, l'absence. Ben, avec le numérique, la distanciation sociale est vécue différemment. Donc, il y a comme une socialité du numérique et on est capable de continuer plus ou moins à vivre, finalement à se rapprocher par le numérique. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, distanciation sociale versus numérique? Et puis aussi du vêtement, parce que finalement, euh, la société, ben, la ville, il y a un penseur, je sais pas si je pense que vous connaissez Georg Simmel, sur la Mm. modernité et la ville, sur la mode, sur le phénomène de la mode. Donc la mode, c'est quand même quelque chose, un phénomène urbain. C'est quand même un phénomène où on se représente dans des espaces publics, dans des espaces, dans des groupes sociaux, etc. Mais quand on dit distanciation sociale, ça vient casser l'effet de mode ou l'effet de l'habillement, du vêtement. On va en parler un peu plus tard sur Mm. l'histoire des événements, mais ne serait-ce que d'un point de vue social, s'habiller alors qu'on est en pleine distanciation sociale, comment s'habiller, mais en même temps, on a ce rapprochement par le numérique. Est-ce que vous pouvez ou par les réseaux sociaux en tout cas, qui sont aussi des réseaux virtuels, donc est-ce que vous pouvez vous exprimer sur cette question? Mm. C'est beaucoup de questions. Euh, En fait, évidemment, je pense que l'Internet, ce que ça a fait, c'est que notre monde est en état de bruit constant. Hein. On reçoit des images, on reçoit des informations, on est vraiment bombardé en tout temps, en fait. Et puis, même si c'est en fait une pandémie, en ce moment, une crise, en fait, on est toujours en fait bombardé d'informations. Ce genre de choses-là n'a pas du tout arrêté, en fait. Mais quand on pense par rapport à l'habillement et la mode et comment ça impacte au quotidien, par rapport à la mode, pour la question des centres urbains, par rapport à la mode, en fait, dans les dernières années, à cause de l'Internet et à cause des réseaux sociaux, justement, la mode est plus vraiment géographique, en fait. Je pense que c'est très, très, très global. Et puis, l'espèce d'idée de spectacle de la mode, ce genre de choses-là, ça se passe en fait sur Internet. Alors, je pense que c'est plus ou moins, en fait, spécifique, géographique. Je pense que c'est moins relevant, en fait, qu'avant, en fait. Mais par rapport au vestimentaire et puis les impacts, en fait, du COVID, peu importe, en fait, je pense que les interactions ils vont devenir de plus en plus profondes, en fait. Je pense que la plupart des gens on a comme un besoin de connecter beaucoup plus profond, en fait, en général, sur l'espace visuel, virtuel, mais aussi physically, après ça, du côté physique, en fait. Et puis, ça va être intéressant de voir comment on peut transmettre, en fait, nos états émotifs, en fait, sur les espaces digitales, en fait, encore plus qu'avant, en fait. Alors là, il faut comme s'éloigner un peu de la superficialité de l'Internet et puis comment on apporte un peu d'émotion, en fait, sur l'Internet, comment on transmet ce genre de choses.
Et puis, en ce moment, côté vestimentaire aussi, évidemment, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont sur un moment de réflexion par rapport à nos habitudes de consommation en général. Euh, quels sont nos besoins réels, le confort, évidemment le style Zoom aussi, en fait, évidemment de nos jours. C'est assez intéressant, hein? Et puis le rôle des vêtements en général, mais le rôle de l'industrie de la mode aussi sur la pollution en général. Aussi, on voit beaucoup, on a évidemment vu dans les nouvelles comment la pollution a vraiment diminué dans des endroits comme la Chine et compagnie, pas juste la Chine, mais à travers le monde. Alors ça, c'est aussi comme une espèce de moment d'espoir en même temps, qu'on s'aperçoit que la nature, elle est très importante, mais la nature, elle a été capable de rebondir hein, dans un espace assez court de temps, si on pense d'un mois, 2 mois. Et puis là, la pollution a diminué, puis on voit que la nature était capable, en fait, de se répandre encore une fois. Alors ça, c'est intéressant pour un espèce de lien d'espoir qu'on peut voir que nous, les humains aussi, on peut ajuster nos façons de faire, nos façons de consommer, puis avoir un impact même à très court terme encore, plus qu'avant en fait. En même temps, il y a la pollution numérique qui est là. Ouais. Donc, ça, on n'est pas capable encore d'évaluer qu'est-ce que. Oui, justement, j'ai vu dans des cartes où c'est rouge, maintenant ça devient vert. Il y a des dauphins en Italie, des poissons à Venise, les canaux vides, sans pollution, tout ça. Mais comment on va évaluer c'est un tout début de la question de l'écologie numérique. Hein. Mm-hmm. Ça, je ne sais pas du tout. Et vous parliez donc, dans un de vos articles, je mettrai les liens à la fin de cette entrevue, vous évoquiez la post-mode. J'ai l'impression qu'on est dans quelque... Parce qu'en fait, la mode, c'est aussi une relation au corps. Hein. Vous parliez de la mode Zoom. Euh, c'est aussi quelle va être notre relation au corps, à ce corps qu'on présente de façon virtuelle. Qu'est-ce qui va Mm-hmm. se passer après la mode? Ce sont vos questions. Comment le design peut-il répondre à la fictionnalisation et à la virtualisation de la réalité? Mm-hmm. Moi, en fait, ces temps-ci, je pense beaucoup au rôle de l'art, en fait, dans la société en général. Comment que l'art, c'est comme un domaine, en fait, qui prend ce qui se passe dans la société et puis qui provoque certaines formes d'expression, en fait, de ce qui se passe. Et puis, je pense que ça va être très intéressant de voir ce que le domaine des arts qui sont en train de faire en ce moment. En fait, le côté création dans ce domaine-là va être très intéressant, en fait, parce que je pense qu'ils vont ouvrir différentes alternatives que nous, dans le milieu de la mode aussi, on pourrait regarder un peu plus tard. Mais la pratique artistique du postmoderne, moi, évidemment, je regarde plusieurs choses. L'idée de multiplicité, l'idée des nouveaux matériaux, en fait, du nouveau vocabulaire, notre corps, l'idée de performance, l'idée de spectateurs, l'idée d'images qui circulent sur l'Internet, origine et compagnie. En fait, je regarde beaucoup, beaucoup ce genre de choses-là. Je pense que l'Internet a pas seulement un impact évidemment sur la consommation d'images, mais aussi sur le processus de recherche et aussi de production et de création, en fait. Et puis, je regarde beaucoup ça, ce genre de choses ces temps-ci. Merci. Est-ce que par rapport, d'un point de vue plus macro, en tout cas, plus au niveau économique, etc. Vous savez, ben, la Chine, la manufacture, le vêtement, etc. Vous connaissez bien cette Chine. Quel va être le rôle futur de la Chine dans la production de vêtements, si ça dure pas après, avant Covid-19? Et comment eux, ils développent de bonnes pratiques justement pendant la crise du Covid-19? Ouais. Je sais que vous êtes en contact avec la Chine, alors j'aimerais bien que vous m'en parliez un peu. Oui, bien sûr. Évidemment, c'est pas juste la Chine qui est affectée côté production, évidemment. Hein. C'est très global. On pense au Bangladesh, au Vietnam, l'Italie, même à New York, hein, ici, en fait. Mais la Chine, en fait, la Chine est très fort. C'est très avancé, beaucoup plus que l'Occident, en fait, beaucoup, beaucoup plus. Et puis, en fait, c'était très intéressant ce qui se passe là en ce moment. Je pense que surtout les jeunes designers en Chine et à travers le monde vont vraiment changer l'industrie. Mais évidemment, là, la Chine, on a vu l'arrêt de production à cause des géants, surtout des géants américains ou européens qui ont arrêté des productions. Hein.
Alors, la Chine a été obligée de regarder des alternatives, hein, évidemment, par rapport à la production, le design, mais aussi la présentation des produits, comme la consommation aussi. En fait, ça a changé beaucoup, beaucoup. Mais le COVID, évidemment, la production industrielle a vraiment chuté énormément dans les derniers mois. On a vu aussi une forte baisse des ventes au détail ou des investissements en général aussi. Puis on a vu aussi, pas juste comme je parlais tout à l'heure, le côté économique, mais aussi la situation politique entre les États-Unis et la Chine qui a vraiment changé beaucoup, en fait, ces temps-ci. Mais la Chine, ce qui est bien, c'est à cause de leur technologie très avancée, ils ont été capables de, en fait, s'adapter, si on veut, à quelque chose. Surtout, je pense beaucoup, on parlait la semaine passée par rapport à la semaine de mode de Shanghai. Moi, je vais toujours à la semaine de mode de Shanghai. Et puis, évidemment, c'était pas reporté, mais c'était changé cette année, le fait que la semaine de mode de Shanghai est devenue complètement digitale. Alors, ça, c'est très intéressant de voir le côté pratique de la chose, comment que la Chine a réussi, en fait, à développer une semaine de la mode, mais complètement virtuelle, hein. Alors, on a beaucoup vu des showrooms virtuels, mais aussi le live streaming. Évidemment, en Chine, il y a énormément de canaux sociaux, en fait, qui existent. Et puis surtout, la jeune population en Chine est très, très, très tech-savvy, hein, comme on dit. Ils connaissent très, très bien les technologies. Alors ça, ils ont été capables de rebondir d'une façon assez extraordinaire, en fait. Si on parle aussi, j'étais justement à la semaine de mode de Paris aussi en février, justement que tout ça, bon, c'était déjà en commencement en fait. Mais évidemment, les Chinois, ils ont eu aussi un showroom virtuel, hein, une salle d'exposition en fait virtuelle, voilà. Et puis ça, c'était assez intéressant, hein? Parce que là, maintenant, en Chine, ce qui arrive, tout le monde sont en quarantaine. Alors, comment tu fais pour montrer tes produits, hein? Alors, la plupart n'avaient pas nécessairement de mannequin et ils devaient garder le tout assez très, très minimal, en fait, par rapport à leur façon de présenter leur collection. Mais ce qui est intéressant, c'est que les grandes marques, beaucoup plus traditionnelles, ont un peu de mal à comprendre, en fait, le but du showroom en ligne ou du live streaming. Alors, c'est beaucoup plus cette jeune génération-là de designers qui est très, très, très agile et très ouvert au changement, en fait. Alors, ils étaient capables de passer au changement assez rapidement, en fait. Et puis, évidemment, il y a beaucoup les influenceurs en ligne, les influenceuses, tout ça. Alors, beaucoup, beaucoup de designers ont fait appel à ce genre de personnes-là pour promouvoir, en fait, leurs produits en général aussi. Alors, c'est un peu de ce genre de choses-là qu'on a vu, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de penser à comment on crée, en fait, des connexions par rapport aux consommateurs, mais aussi aux acheteurs. Parce que dans le milieu de la mode, il faut être capable en fait, d'avoir une communication avec les deux. Alors, c'est pas la même chose de montrer son produit pour les consommateurs qui ont juste à cliquer et acheter les produits versus les acheteurs que eux habituellement ont besoin de voir, de toucher, d'être présents, hein, en fait. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que la semaine de la mode en Chine, en fait, c'est encore ouvert en ce moment, en fait. Et puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont commencé à ouvrir des salons physiques comme ça, que les designers montrent leur collection, mais les acheteurs, ils peuvent enfin aller toucher quelques pièces au moins. Alors, ça, c'est la nouveauté, en fait, du marché en ce moment. J'ai pas parlé du côté aussi manufacturier aussi en Chine. En fait, je voulais parler un peu de ça parce que je parlais beaucoup de la Chine était très avancée aux questions de technologie, hein. Mais il parle beaucoup de l'avenir du live stream puis des commandes qui arrivent direct de Taobao. Alors, il pense beaucoup que parler de la fabrication qui sera faite sur demande, alors envoyée très rapidement. Alors, vraiment avoir des liens forts entre les consommateurs et en fait, les manufactures, en fait. Alors, ça va être vraiment, vraiment par rapport à la fabrication sur demande, qui est déjà un peu en place, en fait, en Chine depuis un petit bout de temps, mais en fait, en ce moment, je pense que ça devient vraiment l'avenir de la Chine. Puis je pense et j'espère que ça va les aider à être un petit peu plus environnemental, si on veut, sur leur façon de faire. Ça, c'est les nouvelles façons de faire, d'ailleurs, qui ont été mises en place, j'imagine, avant le Covid-19, avec les nouvelles technologies Mhm. numériques. J'avais vu d'ailleurs sur Instagram des influenceuses numériques. J'aimais bien cette digital influenceur, mais c'est comme pas des personnes réelles, aussi
des mannequins numériques, digital mannequins. Est-ce que c'est utilisé actuellement, justement, dans la mode justement, est-ce que c'est plus utilisé pour les défilés? Oui, en fait, les mannequins virtuels, surtout sur Instagram, c'est une autre forme de marketing, en fait, en ce moment. Évidemment, on consomme beaucoup plus d'images. Alors, est-ce que c'est vraiment important si la personne, elle est réelle ou pas? Alors ça ouvre autre question d'éthique et compagnie, en fait. Mais le côté virtuel de la chose, évidemment, si on parle de présentation, de défilé de mode, ce genre de choses-là, il y a des gens qui l'ont fait, en fait, je pense en 2006, je pense que c'était Victor and Ruff qui ont fait un peu ce genre de choses-là virtuelles. Et puis maintenant, il y a beaucoup de gens, même dans la consommation, hein, c'est pas juste en fait, promouvoir les produits qui existent dans la réalité, c'est aussi promouvoir des produits mode qui sont purement digitales aussi. Alors ça, c'est vraiment ce qui se passe énormément. Moi, j'étais à Amsterdam en février 2020. Et puis voilà, hein, j'ai eu beaucoup d'interviews par rapport à ça, en fait, ce genre de choses-là. Et puis les étudiants, même à l'université, j'ai eu énormément de conversations par rapport à ce qu'était le futur de l'avenir. Et puis, est-ce que la mode a vraiment besoin d'être physique, en fait? Alors ça, c'est une autre grande question, en fait, qu'on a. Et puis, évidemment, on a vu aussi en 2019 la première boutique qui s'appelle Hot Second. C'est la première boutique purement digitale à Londres qui a ouvert une espèce de pop-up. Et puis, je pense que tout ça, ça a ouvert énormément de conversations par rapport à l'avenir du digital et le rôle du digital dans l'avenir du vêtement physique, en fait, hein. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur cette boutique à Londres? Oui, en fait, je vais vous envoyer le lien, mais les Hot Second, c'était vraiment, c'était en novembre 2019 que c'est ouvert. Et puis, c'était ouvert aux visiteurs, allaient en fait dans la boutique pour avoir une expérience digitale complètement immersive, qui pouvaient essayer d'événements et puis qui prenaient connaissance de designers qui faisaient vraiment que d'événements digitales, en fait. Je pense à The Fabricant, qui vient d'Amsterdam, en fait. Il y a aussi Carlings, Christopher Reburn. Il y a de plus en plus de designers, en fait, qui créent des événements peut-être, oui, physiques, si on veut, mais aussi quelques événements qui sont purement digitales, qui peuvent vendre juste pour nos avatars du futur, si on veut, en fait. C'était vraiment, en fait, une première, en fait, pour Londres et puis le milieu, en fait, de la consommation, mais aussi de l'expérience de consommation, hein. Nous, on est habitués d'aller à une boutique, de toucher un vêtement, de le mettre sur notre corps en contact physique. Alors, peut-être le futur, c'est pas nécessairement ça, en fait. Peut-être que l'essayage d'un vêtement va être fait d'une autre façon, hein. On avait vu aussi, justement, dans cette mode qui change avec les nouvelles technologies, l'histoire de la mode avec les 3D aussi, les imprimantes 3D. J'avais vu des conférences, TED Conference, où il y a la personne expliquait comment elle se faisait une jupe juste en ayant le patron et puis qu'elle mettait ça dans une imprimante et qu'elle avait des vêtements 3D. Donc, ce changement aussi de la Mhm. fabrication, de la distribution. Vous parliez tout à l'heure de la Chine, comment on va changer le modèle, en fait, la chaîne de valeur de fabrication. Il y aura plus les détaillants, peut-être, hein, des modèles Mhm. différents. On va présenter directement un consommateur avec un créateur ou un producteur, hein, à distance. Un peu sur le Ouais. modèle, finalement, je ne sais pas si on peut mettre un parallèle avec l'économie collaborative, le côté Airbnb, Uber, etc. Ouais, ouais, en fait, ce que je pense beaucoup au futur des détaillants, en fait, je pense que l'espace physique va changer énormément. Je pense que les détaillants vont pouvoir mettre un peu plus d'emphase sur les espaces, mais le côté expérientiel, en fait, la chose, peut-être qu'il n'y aura plus du tout d'événements quand on va aller magasiner. En fait, ce sera vraiment juste une expérience, en fait, digitale, peut-être, en fait, hein, ce genre de choses-là. Est-ce que ce sont des choses que vous observez à New York, comme il n'y a plus d'étiquettes? Parce qu'avant, il y avait quand même beaucoup d'étiquettes, hein, s'habiller suivant le milieu ou professionnel ou les groupes d'appartenance, de cette façon ou de cette façon. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un mélange de styles qu'on ne peut pas dire, par exemple, tiens, cette personne, c'est plutôt ce milieu ou ce milieu? Euh, Je pense qu'en fait, je pense que c'est un peu le contraire, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'appartenance qu'avant, en fait, OK. hein, par rapport à l'identification, parce que
je crois que maintenant, de plus en plus, les designers, ils ont un message très important et très, très fort par rapport à leur compagnie, en fait, par rapport à leur design, en fait. Alors, moi, je vois que c'est un petit peu peut-être le contraire, en fait. Mais question de détaillants, il y a eu Rebecca Minkoff, Minkoff était une des premières qui a eu l'espèce de miroir que tu pouvais essayer des choses digitales sur toi. Alors ça arrive exactement en Chine. Ça fait des années qu'ils font ce genre de choses-là, mais nous, pour nous, c'est nouveau. Et puis, je pense aussi, par rapport à le côté athlétique, je pense à Nike Lab, je pense... il y a aussi des compagnies, en fait, surtout de trucs de yoga, ce genre de choses-là, que à New York, tu entres dans le magasin, puis il n'y a qu'une table de coupe, et c'est tout. Et puis, tu choisis les tissus, tu choisis. Et puis, c'est un peu comme l'idée de l'atelier, en fait, Mhm. qui est comme revenu, en fait. Et puis Mhm. aussi, de jeunes designers, si on parle de Bode, B-O-D-E, hein, évidemment, qui a une boutique dans Chinatown à New York. Puis c'est vraiment une expérience d'intérieur, tu t'assois, tout ça. Alors ça, je pense que c'était très présent dans la société, en fait, un peu avant tout ça. Mais je pense que là, c'est comme un espèce de gros boom de changement que tout le monde va être vraiment prêt à changer leur façon de faire, en fait, je l'espère. Très intéressant, hein, cette idée d'expérience, côté expérientiel, changement aussi au niveau macro, au niveau de la fabrication, au niveau individuel, le retour de l'atelier. Ça, je trouve ça, ben, ce sont des indices, en tout cas, qui sont matière qui donne comme des témoins de changement, en tout cas avec le numérique, le digital qui accompagne, et puis les innovations technologiques, hein, comme le 3D, etc. Vous dites le luxe, le capitalisme, la publicité, l'exclusivité, l'authenticité sont des agents sociaux importants pour la consommation d'objets et d'expériences. Alors, alors que en ce moment, avec le Covid, l'industrie du voyage, du luxe, du tourisme, des événements s'effondre, comment on peut imaginer ce monde de la mode autrement en temps de crise? Et que dire du luxe de l'après-Covid? Est-ce que le luxe va s'en sortir ou pas, d'après vous? Et quelles seraient alors les issues? Euh, Le côté du luxe, je pense que c'est peut-être pas nécessairement en rapport à ton niveau dans le marché. Je pense que ça a rapport avec une question système, en fait, systématique de la compagnie. Alors, c'est pour ça un peu qu'on dit souvent que les jeunes marques ou les jeunes designers, ils vont être capables de s'adapter peut-être un peu plus au changement que d'autres personnes, en fait. C'était quand mardi, j'ai écouté une entrevue avec Marc Jacobs qui disait en ce moment, ils sont en arrêt total. En fait, ils ont arrêté de designer la collection complète parce qu'évidemment, ils ont arrêté leur production, ce genre de choses-là, parce que là, en ce moment, ils ne savent pas vraiment comment changer leur système parce qu'ils sont pris dans un système très traditionnel que leur façon de faire ne fonctionne plus du tout. Comparé à une autre entrevue, en fait, que j'écoutais, en fait, ce matin sur Vogue live avec Stella McCartney, qui parlait complètement différent. Stella, en ce moment, elle est dans la nature avec sa famille, évidemment, mais Stella McCartney, elle a pris des années et des années pour changer sa propre façon de faire et son système d'une façon beaucoup plus responsable et écologique. Alors, elle va réussir beaucoup plus par rapport à ces changements-là parce qu'elle, elle a pris des années et des années à faire ces trucs systématiques, si on veut. Alors, moi, c'est surtout ce que je vois. Hein. Dans les marques de luxe, oui, évidemment, ils vont être capables de changer. Je pense qu'ils vont être capables de changer leur message et puis le côté production un peu plus peut-être, surtout les grosses compagnies en fait. Mais je parle du côté systématique, les compagnies qui sont ancrées dans une façon de faire qui est très, très, très traditionnelle, je pense que sont les compagnies qui vont prendre un peu plus de temps avant de changer, en fait, complètement, comparé aux autres compagnies. Évidemment, les trucs du luxe, c'est toujours par rapport à l'imaginaire, par rapport à justement inspirer les gens, ce genre de choses-là. Et puis, je vois beaucoup l'idée du luxe change, en fait, un peu plus, parce que l'idée du luxe, c'est pas nécessairement seulement la durabilité et la passion derrière des vêtements, mais c'est surtout des espèces de storytelling. Hein? C'est par rapport à comment, en fait, le luxe va pouvoir changer leur façon de faire, mais c'est surtout la façon de communiquer leurs produits, en fait.
Je pense surtout, en fait, j'ai interviewé la semaine passée une espèce de célébrité sur les médias sociaux. Puis c'est assez très intéressant parce que les marques de luxe, souvent, elles s'associent avec les célébrités, les influenceurs, les influenceuses, ce genre de choses-là pour promouvoir leur message. Mais ce qui est intéressant, c'est que les célébrités, surtout celles que j'interviewais la semaine passée, en fait, Lynn Slater, elle était très consciente de son rôle en temps de crise, en tant qu'influenceuse, en fait. Ça, c'était intéressant à parler un peu. Elle fait très attention, mais elle est très consciente de la chose. Et puis, elle me parlait aussi par rapport à euh, Hermès. On a une discussion formidable sur le luxe, parlant de le côté santé, le côté du bien-être qu'il y aura par rapport à le luxe. Je pense que c'est ça qu'on va voir de plus en plus, en fait. C'est ce que je vous disais, que c'est pas juste par rapport à la physicalité ou la matérialité du vêtement ou le craft, ce genre de choses-là. C'est vraiment l'idée au complet du lifestyle qu'on va voir de plus en plus, le côté humanitaire qui existe derrière les marques de luxe, ouais, de plus en plus important, en fait, par rapport à l'écologie, ce genre de choses-là, en fait. Je pense qu'on va voir une espèce de... Je pense que c'est comme ça que les marques de luxe vont un peu s'adapter, en fait, aux changements qui arrivent. À l'époque où j'avais fait ma thèse, donc en 2015, c'était plus l'étude des carrières des designers dans une économie d'incertitude, puisque je m'intéressais plus au designer, justement celui qui avait l'atelier, qui était à son compte, qui développait sa propre créativité, sa propre marque, etc. Donc à Montréal. Et j'aimerais savoir, vous justement, vous parliez de l'atelier, donc moi je pensais aux petits designers, comment il va sortir de cette crise du Covid-19. Moi j'en parlais avec quelques-uns qui me disaient, ben nous on va peut-être arrêter de travailler. Comment la créativité pourrait accompagner, si vous avez des mots à dire, après la mondialisation, la crise de la mondialisation qu'on a connue dans l'industrie du vêtement et malgré tout, quand même, qui a été une hécatombe, en tout cas ici dans l'industrie du vêtement à montréalais, et puis je pense dans le monde, comment la créativité va pouvoir aider ces petits designers ou ces ateliers Mhm. à s'en sortir, hein? Mhm. Mhm. Je pense que la créativité, évidemment, ça, c'est quelque chose qui n'arrêtera jamais, évidemment, même en gestion de crise, en fait. Mais ce que je parle beaucoup, je pense, en fait, surtout pour les plus petits designers, si on veut, l'espèce de survie, je pense que ça revient, en fait, à la façon de faire et puis ça revient à réévaluer qu'est-ce que la mode veut dire pour nous en général. Évidemment, c'est pas seulement le vêtement. Alors, moi, je suis intéressée par rapport ces temps-ci à comment, en fait, on communique nos connaissances de l'origine en général. Hein. Comment on peut parler du côté agriculture qui existe dans le milieu de la mode, mais qu'on n'en parle jamais, peu importe. Hein. Alors, ce genre de choses-là, ça serait intéressant. Puis, ce que je vois surtout, évidemment, je suis au Québec, mais l'idée au Québec, je vois beaucoup en crise en ce moment, une espèce de hausse d'achat local qui est assez intéressante. Ce genre de choses-là, c'est très, très, très intéressant pour moi. J'ai découvert justement des produits beauté, en fait, une compagnie montréalaise, je ne me souviens plus c'est quoi le nom, en fait, que ma sœur utilise. Et puis maintenant, ils n'achètent pas seulement, on peut acheter pas nécessairement les produits, mais on achète maintenant les façons de faire. Alors, tu reçois un petit paquet avec toutes les graines pour faire tous les ingrédients pour tes produits de beauté pour les masques. Là. C'est une nouvelle compagnie montréalaise qui fait ce genre de choses-là. Et puis, ce genre de choses-là a beaucoup par rapport au local, en fait. Je pense qu'on va voir évidemment ça grandir de plus en plus. Alors, si je pense aux designers montréalais, alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est surtout aussi au Québec, comme quoi les couturières sont en train de faire des masques en ce moment, ces nouveaux rassemblements collectifs qui se passent, le côté local. Moi, je pourrais voir que le Québec peut apprendre de tout cela et puis refaire leur infrastructure qui existe par rapport à Montréal et les environs, en fait, le côté collectif de la chose. Une autre chose aussi, évidemment, à cause de la crise, je crois que ça ne sera pas vraiment pertinent du tout, en fait, d'être un designer qui a sa propre ligne. Ça, je vais le dire tout de suite, là. Je pense que tout ça, c'est terminé. L'idée de superstar, tout ça, c'est terminé. Alors, il faut vraiment penser au côté collectif, comment on connecte avec les gens autour de nous. Puis je pense que ça va être vraiment le futur, en fait. Alors, j'espère. C'est comme ça que moi, je vais enseigner, en fait. Voilà.
Bravo, hein, c'est vrai. Donc, je pense qu'on doit l'observer aussi dans l'art, hein, l'idée de la star unique, Ouais. seule, isolée. Donc, c'est des tendances finalement sociales, hein, le collectif, le regroupement par goût, par affinité. Les gens qui, par exemple, pratiquent le véganisme, d'autres qui ont d'autres, de la méditation, etc. Et puis, ça fait des petits groupes. On voit des petits groupes se rassembler. Et c'est ce qui est fou, c'est que bon, l'histoire, c'était qu'on est parti dans une crise avec la mondialisation. Donc, on a sorti la production, puis là, on a un retour vers le local Mhm. avec des valeurs qu'on veut partager localement. Et je serais très intéressée, donc pour finir, merci beaucoup de votre témoignage. Je pense qu'on va s'arrêter là. Mais je serais vraiment très intéressée que vous m'envoyiez le lien de ces produits biologiques qu'on fabrique Mhm. chez soi. Parce Mhm. que je pense j'en ai entendu parler, puis c'est vraiment, ben, c'est des recettes en même temps. On aime bien faire. Je crois qu'il y a aussi cette idée Mhm. de la matière. On voit que les gens, avec cette crise, ils ont acheté de la farine, ils veulent faire du pain, ils veulent faire des gâteaux, ils veulent fabriquer alors qu'ils ne le faisaient pas auparavant. Donc ce Mhm. retour aussi à la matière, c'est intéressant, alors qu'on est aussi en même temps, parallèlement, dans de la virtualité, puisque on se parle par Zoom. Donc c'est comme Mhm. c'est trouver un équilibre entre les deux. Ouais, ouais. Merci Marie-Geneviève de votre témoignage et votre générosité à partager ce temps avec moi et que je partagerai avec d'autres. Et ben, je pense que je vais arrêter là